Dis Raphaël, je viens d'intégrer une blockchain sur mon site internet pour que mes clients puissent me retrouver dans le métaverse. Raphaël Raphaël On entend de plus en plus parler du Web3. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut apporter aux entreprises? Pour répondre à ces questions, nous recevons Raphaël Bloch. Bonjour. Raphaël, merci de nous recevoir. Tu es journaliste, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale, un média qui est spécialiste du Web3. Tu es expert des NFT, de la blockchain, et tu vas répondre à nos questions sur ce sujet. Avec plaisir. Pour ceux qui ne sont pas experts du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le Web3 ? Alors effectivement, c'est une grosse question. On a beaucoup entendu parler du Web3 depuis un an ou deux. Si en fait on parle du Web3, c'est qu'avant, il y a un Web 1 et un Web 2. Alors en fait, le Web 1, c'est la première couche d'Internet, c'est-à-dire que c'est ce qui nous permet de communiquer sur Internet. Ça a été créé dans les années 90. Au départ, on échangeait des informations, des photos, des vidéos. Le Web 2, c'est l'avènement en fait, de l'Internet, de tout ce qui est en fait, un peu plus de valeur. Tu as davantage d'images, ce sont les réseaux sociaux, les géants de la tech. Et en fait, le Web 3, c'est là pour le coup l'Internet de la valeur avec les crypto-monnaies, les NFT et la blockchain. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse depuis quelques années. D'accord, et qu'est-ce que ça va permettre comme usage pour les entreprises ? Alors, il y en a plusieurs, parce qu'en fait, Internet, à la base, c'est très rapidement centralisé. C'est-à-dire que tu avais le protocole, et puis tu as des géants de la tech, qui sont devenus un peu les passeurs d'informations. Donc, on a des Google, Meta, Amazon, qui concentrent beaucoup de données. Et en fait, aujourd'hui, avec la blockchain, on est capable de décentraliser Internet, c'est-à-dire que toi et moi, on va reprendre la propriété des données, et ça s'applique aussi aux entreprises. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir non plus passer par ces intermédiaires sur Internet, mais gérer en direct la relation avec leurs usagers, les clients et aussi en fait potentiellement d'autres entreprises. Ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une théorie économique qui s'appelle l'effet Cantillon, qui date du XVIIIe siècle et qui dit que plus on est proche de la création de valeur, et plus ça nous bénéficie. Est-ce que du coup le Web3, si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, ça répond à ça ? Alors effectivement, à 2-3 siècles d'intervalle, c'est vrai qu'on est capable en fait de répliquer cette analyse, non plus à l'économie physique, mais numérique. Et effectivement, comme je te l'ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'Internet a permis de créer beaucoup de business. L'économie dans laquelle on vit aujourd'hui en 2023, est une économie où il y a des géants de la tech. On sait que par exemple Amazon a disrupté la grande distribution, je veux dire Amazon a dépassé des Carrefour et autres, c'est valable dans tout un tas de domaines. Et en fait aujourd'hui, le Web3 permet effectivement de retrouver un autre rapport à la valeur, et toutes les entreprises qui étaient intermédiaires, c'est-à-dire qui étaient obligées de passer par ces acteurs, peuvent directement en fait échanger avec leurs clients. Je te prends juste un exemple, par exemple dans les médias, nous on a lancé notre NFT, qui nous permet une chose en fait, c'est de se passer de beaucoup d'intermédiaires, parce qu'on va directement pousser de l'information en direct, c'est-à-dire que sans intermédiaire, à nos abonnés, on va leur pousser également des services. Et en fait ça permet tout bêtement de nous réduire nos frais, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer des prestataires, et on peut offrir en fait des services beaucoup plus rapidement, et aussi potentiellement échanger plus facilement avec nos abonnés. D'accord, donc ça veut dire que dans ce cas-là, vous ne dépendez pas d'un intermédiaire pour la diffusion de ce contenu, de ce jeton. Exactement, et surtout en fait, toutes ces entreprises, alors qui apportent des services, mais qui ne sont que des intermédiaires, se retrouvent challengées par une technologie qui en fait permet d'échanger sans justement que tous ces intermédiaires interviennent. C'est pareil dans les milieux financiers. Pourquoi on parle beaucoup des crypto-monnaies et des NFT dans le milieu financier ? Parce que l'échange de la valeur, donc en fait s'échanger de l'argent sur Internet, nécessite de passer par des Visa, des Mastercard, les banques. Aujourd'hui, avec les cryptos, tu peux faire la même chose. Moi, je peux t'envoyer de l'argent sans qu'on passe par ces acteurs. Et donc, tout de suite, on voit bien que on se rapproche de la valeur. Pourquoi ? Parce qu'on ne paye pas tous ces petits intermédiaires et on va en fait échanger soit gratuitement, soit à moindre frais. Et donc, ça aura une implication pour les entreprises qui vont pouvoir plus facilement utiliser les services de paiement, qui vont pouvoir lancer par exemple des systèmes de cartes de fidélité sans travailler avec 4 intermédiaires. Et tout ça va progressivement en fait, se développer auprès des entreprises. Je comprends cette notion de désintermédiarisation. Donc ça s'appuie sur le fait que, si j'ai bien compris, la blockchain c'est décentralisé, que tout le monde possède une copie de la blockchain, et donc puisque tout le monde en possède une copie, une donnée sur cette blockchain est réputée infalsifiable.
Alors exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on parle du Web3, pourquoi ? Parce qu'il y a la combinaison de 3 technologies qui justement permet l'existence des crypto-monnaies, de ce qu'on appelle les blockchains. Les 3 technologies, c'est d'une part la blockchain, mais qui est une technologie qui a 40 ans, sauf qu'on n'avait pas d'application directe. Et en fait, des gens ont réussi à associer la blockchain avec le pair à pair. Je pense que tu as déjà utilisé les systèmes de pair à pair, où en fait, ça permet d'échanger sur Internet sans passer par un intermédiaire. Donc tu as le pair à pair, et tu as également tout ce qui est cryptographie. Et en fait, la cryptographie, c'est le chiffrement qui permet de protéger les données. Quand tu mets ces 3 technologies ensemble, tu obtiens les crypto-monnaies. Et en fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de la blockchain, alors qu'en réalité, la blockchain n'est qu'un élément avec le pair à pair et la cryptographie qui permet en fait de parler de tous ces sujets de Web3 et qui justement nous permet d'imaginer des dispositifs où on échangerait de la valeur sous n'importe quelle forme, ça peut être de l'argent, des informations, sur Internet. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ça qui est novateur dans tout ce qu'on qualifie de Web3. D'accord. Alors je précise juste pour ceux qui nous regardent, on parle de la blockchain en tant que concept, mais il y a effectivement plusieurs blockchains. Est-ce que tu peux nous en citer quelques noms peut-être pour... Oui, alors celle que tout le monde connaît, ça va être Bitcoin, c'est la première et la plus grosse blockchain. Après, il y a Ethereum. Ethereum, c'est la deuxième plus grosse, qui fonctionne avec donc une crypto-monnaie, l'Ether. Et en fait, Ethereum permet notamment, et ça je pense que les gens ont entendu parler, a permis les NFT. C'est-à-dire qu'il y a des NFT aussi sur Bitcoin, mais vraiment la blockchain qui a popularisé les NFT, c'est Ethereum. Après, il y en a d'autres, il y a d'autres blockchains comme Polygon qui permettent aussi les NFT. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque blockchain va avoir un peu ses spécificités. C'est-à-dire qu'on est comme dans les années 90 avec Internet, il y avait plusieurs moteurs de recherche. Aujourd'hui, on est un peu à ce stade. Aujourd'hui, on sait que Google, c'est 90% du trafic. Ce qui se joue aujourd'hui avec les blockchains, c'est potentiellement la domination d'une blockchain sur une autre. Ou alors, ce qu'on peut aussi imaginer, c'est que ce soit le même cas que pour les boîtes mail. Il y a 25 ans, les boîtes mail ne communiquaient pas entre elles, et aujourd'hui, on peut s'écrire .mail à Gmail. Donc peut-être que demain, les blockchains communiqueront entre elles. Donc en fait, ce ne sera pas un sujet de se dire « Ah j'utilise telle blockchain, en fait, je pourrais très bien être sur une blockchain et basculer sur une autre avec mes cryptos et mes NFT. » D'accord. Et il n'y a pas de risque que quelqu'un s'accapare une blockchain particulière ou d'avoir une existence énorme sur cette blockchain? Alors, si, bien sûr, mais en même temps, à partir du moment où quelqu'un s'accapare une blockchain, en fait, elle n'a plus aucune valeur. Pourquoi ? Parce que l'intérêt d'une blockchain, c'est que justement, ce soit décentralisé et qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent l'utiliser. Et c'est vrai que si tu as le contrôle d'un outil, en fait, personne ne va vouloir l'utiliser parce que potentiellement, tu as plus de pouvoir. Alors que si c'est vraiment décentralisé, tout le monde a intérêt à l'utiliser. Et donc, en fait, sur les blockchains, tu es incité à favoriser cette décentralisation parce que c'est ce qui fait l'effet de réseau. C'est un peu comme un réseau social. S'il n'y a qu'une personne qui peut envoyer des messages, accepter les gens, personne n'ira dessus. Si par contre, on peut se coopter et tout le monde peut contribuer, là, tout le monde va vouloir y aller. D'accord. Ok, donc la confiance dans cette blockchain, elle se dégraderait au point où... Et en fait, tout le monde quitterait le protocole. Donc en fait, l'intérêt, c'est de trouver le juste milieu entre la sécurité, la contribution des uns et des autres. Et ce qui fait le succès aujourd'hui de Bitcoin ou d'Ethereum, c'est qu'il y a beaucoup de contributeurs, beaucoup d'utilisateurs, parce que justement, il y a des garanties sur la concentration. Et d'autres blockchains plus petites, où il y a des risques, de cadenassage du système, en fait, les gens s'en écartent, parce qu'ils se disent, je vais soit potentiellement perdre mon argent, mes données, je contrôle pas tout. D'accord, je comprends. Parlons un petit peu des applications pratiques de cette blockchain. Tu as évoqué certains aspects qui sont relatifs à la relation qu'on peut avoir, que les entreprises peuvent avoir avec leurs clients. Qu'est-ce que concrètement on peut espérer sur ce sujet-là? Alors, on est encore dans la phase, et c'est pour ça que j'aime bien cette image, c'est comme dans les années 90 avec les sites internet. C'est-à-dire qu'on a vu Internet arriver, et les entreprises ont vu cet objet totalement nouveau, qu'est un site internet, en se disant mais qu'est-ce que je vais faire de mon site internet? C'est-à-dire que je suis une entreprise qui vend des chaussures, pourquoi je vais aller créer un site internet? Je veux dire, j'ai un magasin, j'ai un numéro de téléphone, si les gens veulent des chaussures, ils viennent dans le magasin ou ils m'appellent. Et en fait, beaucoup de gens n'avaient pas compris ce qu'Internet allait permettre, c'est-à-dire la commande en ligne, changer les réseaux de distribution, des choses comme ça. Et en fait, là, on est un peu dans ces années 90 pour le Web3, où les entreprises commencent à expérimenter des choses. Beaucoup d'entreprises savent ce qui s'est passé il y a 25 ans, donc elles n'ont pas envie de louper le coche. Après, ce qui est compliqué, et c'est ce que doivent gérer n'importe quelle entreprise, c'est l'espèce de transition. C'est-à-dire que comment tu fais pour préserver ton business tout en évoluant,
en saisissant les opportunités. Et typiquement, sur tout ce qui est Web3, aujourd'hui, on voit concernant les entreprises, surtout un cas d'usage autour des NFT. Donc les NFT, ce sont ces objets numériques uniques, leur spécificité, contrairement aux crypto-monnaies. Le principe d'une crypto-monnaie, c'est qu'elle est, comme on dit, fongible, c'est-à-dire qu'un bitcoin vaut un bitcoin. Sur les NFT, un NFT est unique. C'est-à-dire que si tu as un NFT Pierre-Marie designé, il n'y en a qu'un seul, il est authentifié sur la blockchain, tu peux le déplacer d'un wallet à un autre wallet, et là-dessus, personne ne pourra dire « tiens, j'ai le même, j'ai une copie ». Et l'intérêt en fait de ce système, c'est qu'à partir du moment où on est capable de créer des objets uniques dans l'espace numérique, chose qui était jusque-là impossible, surtout de manière décentralisée, eh bien on est capable en fait de repenser la relation à distance, c'est-à-dire la communauté, et on est capable d'imaginer pour les entreprises, par exemple tu as des clients partout en France, eh bien tu peux avoir un NFT qui va servir d'identifiant client, où tu vas soit en direct avec 2 lignes de code leur pousser des promotions, leur pousser des informations, potentiellement leur offrir des accès, c'est-à-dire que tu as ton wallet, ton NFT, tu peux dire, moi les 50 premiers clients inscrits pourront aller à tel événement, pourront peut-être avoir une réduction spécifique, et en fait c'est tout ça que tu peux imaginer. Et c'est aussi, renforcer la dimension communautaire. Aujourd'hui on sait que les marques ont besoin de rassembler les utilisateurs, et ça peut être un excellent outil, parce qu'il est traçable, infalsifiable, et que là-dessus, on peut aussi le designer. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer, mais on est qu'au tout début. Alors, c'est intéressant, là, tu évoquais un aspect communautaire. Il y a des entreprises et des entrepreneurs qui nous regardent peut-être, qui sont en train de faire des levées de fonds. Est-ce qu'il y a une opportunité avec ces technologies-là pour les levées de fonds ? Typiquement, alors après c'est là où les choses avancent très vite et la techno a toujours de l'avance sur la loi et la réglementation. Technologiquement, il n'y a rien de plus simple que de lever des fonds avec des crypto-monnaies ou des NFT. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. Maintenant, il faut aussi évidemment mesurer ce que représente une levée de fonds en termes de garantie juridique, garantie financière. Enfin, ça s'organise, ce n'est pas une opération qu'on fait en un claquement de doigts. Donc ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, il y a des entreprises donc, par exemple, qui vont lancer des collections de NFT. Tu fais 200, 500, 1000 NFT. Nous, on a lancé il y a quelques semaines une collection de 2022 NFT. Il y avait 300 NFT réservés aux fondateurs à 1000 €. Ça, typiquement, c'est à la fois une manière de fidéliser, de distinguer les abonnés fondateurs, aussi de lever des fonds. C'est-à-dire que 1000 €, c'est pas rien. Sur 300, ça fait 300 000 €. Donc les entreprises peuvent faire ça, il y a des projets qui se développent à partir de là, et surtout, ça permet potentiellement de mettre des rôles inscrits dans les NFT, par exemple nous on sait qu'il y a des abonnés qui vont devenir contributeurs. On peut très bien imaginer, par exemple dans une entreprise de textile, que les détenteurs de certains NFT puissent voter sur la prochaine collection. Mais l'avantage de ce système, c'est que ça ne va pas révolutionner en fait, le fonctionnement de l'entreprise, par contre ça va fluidifier et davantage impliquer les abonnés. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui veulent davantage impliquer leurs clients, les gens qui les suivent, mais on a peu de moyens, c'est-à-dire qu'on va avoir des moyens centralisés, il faut bosser avec des prestataires. Lancer une collection de NFT, c'est du design, un peu de temps, il faut déployer le smart contract, mais derrière, on peut gérer en direct sa relation directement via le wallet avec les abonnés. Et dans les années qui viennent, cette méthode de gestion de la relation client va littéralement exploser. Donc on a parlé de désintermédiarisation. Ouais, c'est jamais simple à dire. Exactement, je m'en rends compte. On a parlé de relations clients, on a parlé de levée de fonds. Alors c'est des usages qui intéressent certainement ceux qui nous regardent. Mais comment je fais ? Je vais voir qui ? Je vais voir quoi ? Aujourd'hui, je vais sur un site internet, je vais voir une web agency, je vais faire des NFT, c'est tout le charme et tout le problème de cet écosystème, et c'est aussi pour ça que nous on s'est lancé, c'est que et c'est pour ça qu'on s'est appelé The Big Whale, c'est qu'en fait aujourd'hui les gens comprennent qu'il y a une opportunité, mais ils voient bien que on est face à un océan où il y a plein d'informations, plein de choses à comprendre, et c'est vrai que les gens sont un peu perdus. Et pour être honnête avec toi, aujourd'hui, en fait c'est tout un écosystème qui se structure, au niveau des avocats, au niveau des banques, au niveau des investisseurs, au niveau des porteurs de projets. Il y a plein de projets qui se lancent et qui se cassent la gueule, il y en a d'autres qui se lancent et qui réussissent. Et effectivement, sur qui aller voir pour être accompagné, il y a des agences qui se montent, il n'y en a pas beaucoup. Je ne veux pas faire de jaloux, donc j'en citerai pas en particulier, mais nous on en connaît des très bonnes, on a bossé avec elles. Mais aujourd'hui, sur le Web3, ce qu'il faut, c'est prendre le temps de comprendre, de se plonger dans ces sujets, mais il y a un écosystème, surtout en France, qui se développe, et on trouve des partenaires pour tout faire. Simplement, il faut
aborder le Web3 en se disant il y a des choses à faire, mais il ne faut pas non plus s'intéresser au Web3 pour s'intéresser au Web3. C'est-à-dire que le risque aussi, c'est juste de ne voir qu'une mode, se dire ok c'est génial, il faut forcément y aller. C'est-à-dire que, encore une fois, en 2022-2023, toutes les entreprises ont des sites internet, c'est devenu incontournable. C'était pas forcément indispensable il y a 20 ans d'avoir un site internet. C'est la même logique aujourd'hui avec le Web3 pour les entreprises. Il y a des entreprises pour lesquelles ça a du sens de se lancer dans le Web3, de faire des NFT, d'accepter les paiements en crypto-monnaie, d'aller dans le métavers. On n'a pas parlé du métavers, mais voilà, de créer sa boutique. Voilà, de créer sa boutique dans le métavers, des choses comme ça. Ça a du sens, mais tout le monde ne doit pas le faire. Après, il y a aussi une question de si jamais on ne le fait pas maintenant, est-ce qu'on sera capable de le faire dans 2 ou 3 ans, parce que les choses évoluent vite. Donc voilà, c'est vraiment une question d'appréciation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut s'intéresser à ces sujets, il faut comprendre ce qui se passe. Après, de là à sauter le pas, il faut avoir les moyens, le temps, et puis il faut se poser les bonnes questions. Justement, tu évoquais le métaverse. Ouais, le fameux. Tu parlais de monter un site internet et puis de prendre sa place un petit peu sur cet espace qui s'est créé depuis les années 90. Aujourd'hui, le métavers, du coup, on sait que c'est une projection en 3D dans laquelle on peut se balader d'un monde qui est virtuel. Je pense que ça intéresse aussi pour l'instant beaucoup les entreprises du retail parce qu'elles voient le prolongement du physique finalement dans un nouvel univers. Exactement. Est-ce que ça peut intéresser d'autres entreprises ? Alors oui, évidemment, et juste moi ce que j'aime bien dire sur le métavers, c'est qu'en gros, quand on parle du Web3, il y a vraiment 3 éléments et qu'en général les gens comprennent assez bien. C'est donc dans cette économie numérique, il y a les monnaies, tout ce qui est crypto-monnaie, il y a les objets, tout ce qui est NFT, et il y a les lieux, c'est-à-dire les endroits qu'on va explorer, investir, alors pas forcément physiquement, mais je veux dire qu'on va investir via des boutiques, choses comme ça, c'est le métavers. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment ce qui va composer ce nouvel Internet, pour le meilleur et pour le pire. Il y aura aussi on pourrait parler pendant des heures des limites éthiques, de l'opportunité de se lancer là-dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se développe. Et donc, partant de ce principe, une fois qu'on a compris quels étaient ces 3 gros éléments, il y a aujourd'hui dans le retail un truc assez évident, mais pas que. Typiquement, dans tout ce qui est santé ou par exemple voyage, c'est un truc tout bête. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui s'intéressent au métavers. Pourquoi ? Parce que ça permet par exemple de donner un aperçu des endroits qu'on va visiter, des maisons, je pense aussi à l'immobilier, c'est visiter des maisons, des appartements, se projeter par exemple quand tu es dans l'immobilier. Imaginez, tu achètes un appartement, c'est pas rien, on va pouvoir le visiter ou pouvoir se projeter cet appartement via le métavers, tout de suite ça change les choses. Et donc tout ça en fait va se construire au fur et à mesure. Encore une fois, on est au tout début, donc il ne faut pas imaginer des miracles, on parle beaucoup de Meta, de leur expérience qui est honnêtement pas dingue, enfin je veux dire quand on essaye ce qu'ils font, mais c'est pareil, il faut se souvenir de ce qu'était Internet il y a 25 ans. C'était des sites statiques, dégueulasses. Aujourd'hui, on a des smartphones en main, on est capable de faire 25 choses, et en fait ce qui était un téléphone est devenu un smartphone, et ça nous sert quasiment plus à téléphoner. Aujourd'hui, c'est une tablette du quotidien, on gère notre argent, notre vie, donc c'est un peu ce qui se profile, mais clairement ça va toucher, encore une fois, dans la santé, être capable, par exemple, d'opérer à distance, ça ne passera pas simplement par une main robotisée avec un écran, c'est aussi se projeter littéralement dans une salle d'opération, et ça passera par le métavers. Donc là, quand je reprends l'exemple, tu disais de visiter un bien immobilier, donc là, plutôt que de me projeter à travers des photos, je vais me projeter en vivant l'expérience de la visite finalement en 3D, c'est ça Exactement. Et à l'inverse, ce qui est intéressant, c'est que quand on pense au métavers, on se dit toujours qu'on va mettre un casque et on va se projeter dans un univers, on sera tous les deux dans le canapé, on va se projeter dans un univers virtuel, mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que tous les deux, on va se balader dans la rue, et en fait, on va avoir des images projetées au mur, via des lunettes connectées, mais des choses discrètes, ou des lentilles, nous, tous les deux, on n'a pas de lunettes, des lentilles, et en fait, on va par exemple voir des publicités ou des offres en direct d'un magasin, tu passes devant, tu es détecté ou pas, si tu n'as pas envie de l'être, et tu vas pouvoir par exemple, en passant dans telle rue, bénéficier de telle réduction, payer en crypto-monnaie, acheter un NFT équivalent, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça va dans les deux sens, c'est pas que du physique vers le numérique, c'est aussi le numérique qui va venir, entre guillemets, coloniser le monde physique. On est comme il y a 25 ans avec Internet, aujourd'hui on est au tout début, et ce qui va se passer, c'est qu'il y a des entreprises qui vont s'emparer de ces technologies, qui vont lancer des collections de NFT, qui vont créer de nouvelles relations avec leurs abonnés et qui vont prendre un avantage décisif. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se lancer demain, mais il faut regarder ce qui se passe parce qu'il y a plein d'entreprises qui vont pouvoir développer des choses
Là-dessus, je pense par exemple dans l'art, il y a pas mal de créateurs qui s'intéressent aux NFT. Pourquoi ? Parce que demain, si tu crées une œuvre, que tu en fais un NFT, si j'achète cette œuvre, donc tu touches, on va dire 10 000 euros pour cette œuvre, si moi je la revends, tu vas à chaque transaction automatiquement toucher une petite partie de cette vente. Il y a plein comme ça de modèles qui vont évoluer. Encore une fois, tu prends par exemple le cas, c'est pas valable pour les médias mais pour plein d'autres choses, tu lances un produit, à partir du moment où un client achète ce produit, donc tu vas toucher de l'argent, par exemple sur la seconde main, dès qu'un client va revendre ce produit, tu vas toucher une petite commission. Et aujourd'hui, on ne peut pas le faire ça. C'est-à-dire qu'une fois que c'est vendu, tu as perdu tout le marché de la seconde main. Si tu as le NFT, c'est traçable, et derrière, tu vas toucher donc des royalties, ça peut être 1%, 2%, 3%, c'est prévu dans le smart contract, et à chaque changement de propriétaire du NFT, eh bien, tu touches une petite commission. Et tout ça, ce sont des choses aujourd'hui qu'on regarde un peu, pas avec dédain, mais on se dit, bon, ok, c'est intéressant, mais sans plus, alors qu'en réalité, ça va profondément changer des business models. Et c'est pas pour rien que les gens de la tech s'y intéressent, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne s'emparent pas de ces sujets, dans 5 ou 10 ans, ils vont être dépassés par de nouveaux acteurs qui auront connu des trajectoires complètement dingues, comme on l'a vu dans les années 2000 avec des nouveaux acteurs. Donc ça, c'est ton conseil pour les entreprises qui nous regardent, oui. De s'intéresser à ce sujet-là, d'y investir si ça les intéresse, ou en tout cas de ne pas le perdre de vue. Ah non, mais c'est presque vital. Enfin, c'est-à-dire que, encore une fois, il faut pas forcément le mettre dans les top priorités, parce que moi c'est pareil, j'ai créé The Big Whale, je suis chef d'entreprise, je vois comment ça fonctionne, on a plein d'autres priorités, mais regarder ce que des technologies disruptives apportent dans son business, c'est aussi fondamental. Et ce qui est intéressant, c'est que les NFT ou par exemple avoir un peu de crypto-monnaie dans sa trésorerie, ce sont des choses qui ne sont pas négligeables. Voilà. C'est quelque chose qui peut changer un rapport au client. On sait que les choses évoluent très vite. Aujourd'hui, il y a encore une fois, la dimension communautaire est devenue essentielle. On voit toutes les marques s'y intéressent. Et ça concerne les marques grand public, ça concerne aussi des entreprises qui ne sont pas forcément en B2C, mais aussi potentiellement en B2B. Et ce sont des sujets qu'elles doivent regarder. Merci Raphaël, merci beaucoup pour tes réponses. Merci. On peut te retrouver Raphaël sur ton site internet, Yes. The Big Whale, je le mettrai en description pour que vous puissiez vous renseigner sur le site internet et éventuellement si ça vous intéresse vous abonner à The Big Whale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter la vidéo pour poursuivre les échanges, à vous abonner à la chaîne ou à la newsletter pour être prévenu des prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, c'est le voyage qui compte. À bientôt.